d'assistance, c'est quelque chose que nous ne sommes pas habitués à voir et surtout qu'on connaît très peu. Pour comprendre qu'est-ce qu'un chien d'assistance, nous avons fait appel à une compagnie qui offre ce genre de service. Dans cet épisode de Présence animale, vous allez découvrir Medichien avec Sarah Grenier et Isabelle Guimond. Isabelle, Sarah, vous avez créé Medichien ensemble. Ça a commencé comment? En fait, ça a commencé quand les deux, on a eu un diagnostic de choc post-traumatique, puis qu'on cherchait un petit peu comment essayer de régler ça, bien, plus de s'aider. De s'aider, exactement. Puis, en faisant nos recherches, on est tombé sur des nouvelles recherches sur les chiens d'assistance qui aidaient des gens qui étaient en choc post-traumatique. On en a parlé un petit peu avec nos professionnels de la santé, psychologues, médecins de famille, psychiatres. Puis, ils nous ont donné leur accord pour qu'on aille vers cette voie-là. Puis, on a commencé à faire des recherches des organismes qui pourraient nous aider. Il n'y avait pas grand-chose de disponible. On a réussi à obtenir des chiens. Elle a eu un chien d'un autre organisme qui était déjà formé. Moi, j'ai été me chercher un chiot. Puis, finalement, en bout de ligne, l'organisme, c'était pas vraiment ce qu'on recherchait. Il n'y avait pas des valeurs qui venaient nous chercher. Leur façon de fonctionner n'était pas vraiment ce qu'on cherchait. Donc, on a décidé de se dissocier d'eux. Puis, moi, de mon côté, vu que j'avais un chiot qui n'était pas entraîné, qui n'avait pas de formation, qui commençait à être une petite toupie dans ma maison, j'ai décidé de faire un petit peu de recherche sur le net, comment entraîner un chien, comment faire de la formation, tout ça. Puis, je me suis rendu compte que j'aimais vraiment beaucoup ça. Fait que j'ai commencé à gauche, à droite à faire des cours pour faire de l'entraînement canin, comment entraîner un chien en général, comment entraîner un chien, plus un chien d'assistance, comment faire des consultations en entraînement canin, tout ça. Puis, dans le fond, en bout de ligne, pendant tout ce temps-là, c'est sûr qu'évidemment, j'ai entraîné mon chien. J'ai aidé Isabelle à faire la formation de son chien aussi. Puis, j'ai fini par devenir entraîneur canin au bout de tout ça. Puis, vu qu'on n'avait toujours pas d'organisme qui pouvait nous aider à accréditer nos chiens ou à faire de la formation, quoi que ce soit, on a décidé de démarrer un organisme en se disant que on allait pouvoir au moins pouvoir accréditer nos chiens, puis peut-être aider une ou deux autres personnes là, qui allaient être dans le besoin. On ne se doutait pas qu'il allait y avoir autant de demandes qu'est-ce qu'on a. Là, on est rendu quand même, là, on a 6 chiens certifiés, 15 en formation. Puis on a encore des demandes à tous les jours là, qui rentrent. Fait que, on ne pensait pas que ça allait grossir autant, mais on continue à aider là, autant qu'on peut d'autres personnes. Ça fait combien de temps que vous Ça avez fait depuis démarré? février 2021, donc ça fait un petit peu plus que 2 ans. Donc, c'est récent quand même, 15 chiens. Vous avez aidé environ une quinzaine de personnes avec toutes des demandes différentes. Oui. Quel genre de clientèle vous allez cibler? Nous, on sait plus la clientèle avec des problèmes de santé mentale. OK. On travaille beaucoup avec les gens qui sont en choc post-traumatique. Donc, anxiété généralisée souvent, de l'agoraphobie, des gens qui ont des tendances à se mutiler aussi, des enfants qui souvent l'autisme. C'est le fun de voir comment ça les aide. Là. On a 15 chiens en formation, mais on a 6 de certifiés. Là. Il y a 6 chiens qui peuvent travailler tout seuls, sont laissés aller, ça va bien, sont juste recertifiés une fois par année. Toutes ces petites bêtes-là qui ont aidé tellement de gens, c'est beau à voir quand même. Vous êtes fiers de ça aussi? Oui, c'est sûr. Puis c'est gratifiant aussi de savoir... On sait ce que c'est que d'avoir besoin d'un chien d'assistance parce que... Vous avez passé par là. On est passé par là, exactement. Puis moi-même, avant d'avoir mon chien, il y a 4 ans de cela, j'étais dans un état où, justement, j'avais de la difficulté à sortir de la maison. J'étais plus capable d'aller faire mes commissions. Jamais j'étais capable de sortir si j'avais pas quelqu'un avec moi qui m'accompagnait. Puis c'est sûr que c'est super handicapant. T'as pas ton autonomie. Puis de voir justement toute la différence que ça fait pour moi d'avoir mon chien, que maintenant, je suis capable de sortir, faire mes commissions, je suis autonome. Puis on le sait à quel point ça va faire une différence dans leur vie, puis à quel point on le voit aussi justement avec nos chiens qui sont certifiés. À partir du moment où on rencontre pour la première fois une personne qui fait une demande, jusqu'au moment où son chien est certifié, il y a tellement une grosse différence. On voit le cheminement que cette personne-là fait. Votre mission derrière Medichien, c'est quoi? Aider. Aider, parce que c'est tellement beau, on le voit là, régulièrement à quel point ça fait du bien.
ça apporte énormément. C'est vraiment ça notre principale mission. C'est sûr que la partie aussi éduquée, parce que les gens connaissent encore pas beaucoup ça. C'est ça. C'est sûr que ce qui est le plus connu, c'est les chiens guides de Mira spécifiquement. Ouais. Fait que les gens, quand ils voient un chien arriver dans un endroit public, la première chose, c'est « Hey, c'est-tu Mira? » Puis là, quand ils voient que c'est pas Mira, là, Ils vont c'est quoi? Je associer connais pas. automatiquement. C'est ça, exactement. ça. Ou ils vont dire, la personne n'est pas aveugle, c'est un chien qui est en formation, elle va le donner plus tard. Ou, tu sais, souvent, les gens, vu qu'ils connaissent pas ça, ils vont assumer ou ils vont venir poser des questions. Puis nous, on trouve ça super important, justement, de pouvoir éduquer parce qu'il y a des gens que, justement, ils ont des chiens, comme on parlait tantôt, qui sont soit en choc post-traumatique, qui font de l'anxiété, qui font de l'agoraphobie, puis que, tu sais, des fois, il y a des gens qui viennent les voir, puis ils posent des questions, puis ça peut justement faire monter leur anxiété ou des choses comme ça. Quel genre de service vous offrez quand il y a quelqu'un qui vous approche, justement, pour entraîner leur chien? En fait, la première étape, c'est que les personnes vont avoir à nous contacter soit par courriel ou par téléphone. Nous, on va leur envoyer des formulaires, donc ils ont des formulaires à compléter. Il y a une partie qui doit être remplie par un professionnel de la santé, donc ça peut être un médecin spécialiste en lien avec leur condition, psychologue, psychiatre, médecin de famille. Puis, dans le fond, pour avoir un chien d'assistance, il faut avoir une prescription par un professionnel de la santé, donc ces formulaires-là servent à ça. Et aussi, dans le fond, il y a plein de questions personnelles qui servent à faire un programme qui va être spécialisé selon les besoins de la personne. Donc, dans le fond, on va aller voir c'est quoi que la personne fait dans la vie de tous les jours. Est-ce que c'est une personne qui voyage? Est-ce que c'est une personne qui peut prendre l'avion? Est-ce que c'est une personne qui va à l'école, qui travaille, etc.? Ça va un peu son quotidien. Exactement. Ouais. Ça va nous permettre d'établir un plan de formation pour être capable, une fois qu'on va avoir accepté la personne dans le programme, être capable de former le chien selon ses besoins spécifiques. On n'a pas un programme qui est général. On va vraiment aller cibler les besoins de chaque personne, puis le programme va être fait en fonction de ça. Fait que si on sait, par exemple, que la personne, c'est une personne qui voyage souvent en avion, on va former le chien pour qu'il soit capable de prendre l'avion avec elle. Si la personne dit « Moi, je ne prends jamais l'avion, j'ai une phobie des avions », mais c'est quelque chose qu'on n'a pas nécessairement besoin d'aller former chez le chien. Une fois que la personne a rempli les formulaires, souvent, les gens vont aller chercher un chiot pour entrer dans le programme où ils vont avoir déjà un chien. Donc, on va évaluer le chien pour voir s'il est apte à devenir chien d'assistance. C'est malheureusement pas tous les chiens qui ont la capacité de devenir chien d'assistance. Puis une fois que l'évaluation va être faite, que le chien va avoir réussi l'évaluation puis que les formulaires vont être remplis, on va faire un plan de formation avec le bénéficiaire, puis on va commencer à faire de la formation avec eux. Donc, c'est le maître qui va entraîner son chien. Absolument. Oui. Donc, le lien de confiance va se faire comme ça parce qu'il y a quand même une relation qu'on doit bâtir de confiance entre l'humain et le chien. Oui, c'est ça. C'est pour ça que les programmes sont spécialisés, parce que ça va vraiment avec les besoins de chaque personne. Il n'y a pas un bénéficiaire qui a la même formation qu'un autre, là, dans le fond. La formation pour avoir les chiens d'assistance, ça prend combien de temps environ? Ça dépend d'énormément de facteurs parce que, comme je disais tantôt, il y a des gens qui ont déjà des chiens à la maison, il y a des gens qui vont adopter un chiot. Ça dépend de la race du chien, ça dépend de l'âge, ça dépend des capacités du chien et du maître parce que c'est pas tout le monde qui apprend à la même vitesse. Ça dépend si le chien a déjà des problèmes de comportement avant. Si c'est un chien qui a des problèmes de comportement, c'est sûr qu'il faut commencer par corriger ça avant de pouvoir faire de la formation de chien d'assistance. Donc, c'est sûr que moi, je fais de la formation. Dans le fond, je fais des périodes de 1 heure, une fois par... Là, au début, souvent, je vais faire une fois par semaine ou 2 semaines. Puis éventuellement, on va espacer une fois ou 2 semaines, au mois ou 2 mois, pendant une période qui va s'étaler de 6 mois à 2 ans. Donc, selon les besoins, comme je disais, là, ça dépend de chaque bénéficiaire, de chaque chien. Puis, dans le fond, à chaque année, aux 12 mois, dans le fond, on va réévaluer le chien, voir où il en est rendu. Puis, même chose, une fois que le chien est certifié, on fait une recertification 1 fois par an pour s'assurer que les acquis sont encore là. Puis la formation, dans le fond, on peut la faire soit présentielle, soit à distance. Nous, on est basé à Québec, mais on a des bénéficiaires qui sont ici au Lac-Saint-Jean. On en a qui sont à Gatineau, on en a à Sherbrooke, on en a à Montréal. Donc, on a vraiment beaucoup de gens sur une grande surface. Donc, toutes les évaluations, ça doit se faire en présentiel. Donc, soit on peut se déplacer ou les gens vont venir à Québec pour faire évaluer le chien. Puis la formation, après ça, on la fait par appel vidéo, là, soit... par Teams, Skype, Zoom et compagnie, là, à distance, tout simplement. Le chien, lorsqu'il est entraîné complètement, c'est quoi son rôle? Ça dépend de chaque bénéficiaire encore là.
Comme on parlait tantôt, on a des chiens qui sont plus pour les personnes en choc post-traumatique. Donc, c'est des chiens qui vont avoir tendance à être plus là pour gérer des crises de flashback, qui vont aller intervenir si jamais la personne fait une crise. Ça va être des chiens aussi qui vont pouvoir faire une zone de sécurité autour si jamais la personne a besoin d'un espace, si jamais il y a quelqu'un qui arrive en arrière. Souvent, les personnes en choc post-traumatique vont être un petit peu plus stressées s'il y a des gens derrière. Donc, c'est des chiens qui peuvent avertir le maître s'il y a des gens qui approchent, qui vont pouvoir se placer en arrière aussi pour un peu protéger les arrières si on veut. Sinon, pour les gens qui sont, par exemple, qui ont des troubles anxieux, c'est des chiens qui vont aider à gérer des crises d'angoisse. C'est des chiens qui vont intervenir pendant qu'il y a des crises, qui vont des fois aider à les prévenir juste en venant se coller quand ils vont sentir que l'anxiété ou le stress monte. C'est des chiens aussi qui vont souvent reconnaître les symptômes. Par exemple, c'est quelqu'un qui va avoir la jambe qui saute. Il y a des gens qui vont jouer avec leurs mains, qui vont se gratter. C'est des chiens qui vont pouvoir intervenir aussi dans des situations comme ça, comme si on fait de l'automutilation. Les chiens vont pouvoir intervenir aussi. Mais ça dépend vraiment de chaque individu. Auprès des personnes autistes, ça va avoir une fonction souvent qui va être juste apaisante, de un, par sa présence, puis de deux, ça va aider souvent au contact social parce que les personnes autistes ont tendance à être un petit peu plus nerveuses au contact social. En ayant le chien, souvent les personnes vont avoir le premier regard attiré plus vers le chien. Okay. Ils vont au lieu de la personne. Exactement. Fait que la personne va interagir un petit peu plus avec le chien, surtout au début, va faire comme « Ah, t'as un beau chien ». Ça va faire en sorte que ça va faire un sujet de conversation qui est plus facile aussi. Ça va aider le contact social à ce niveau-là aussi. Un peu plus Exactement. aussi. Exactement. Qu'est-ce que ça vous apporte de travailler à tous les jours avec des animaux? Moi, personnellement, ça a changé ma vie. Non seulement j'avais un diagnostic en fait, on appelle ça un état de stress post-traumatique. Le stress, il est là vraiment tout le temps. On développe beaucoup d'hypervigilance. Puis pour faire exprès, au moment où est arrivé, j'avais fait en plus un bon traumatisme crânien. Alors, j'avais tout le package deal. Puis Angel est arrivée, elle avait déjà été entraînée pendant 1 an par des vétérans qui étaient en choc post-traumatique. La seule chose qu'il y a eu à compléter, c'est Sarah qui l'a faite. Je faisais énormément de cauchemars. Puis Sarah, qui se couchait plus tard que moi, quand elle m'attendait faire des cauchemars, elle venait dire « Angel, réveille maman ». OK. Puis 2 ou 3 fois seulement, je pense qu'elle a eu besoin de le faire. Après ça, c'était un automatisme. Depuis tout ce temps-là, depuis 4 ans, là, elle me réveille à toutes les nuits au moment où je fais des cauchemars, puis qu'elle voit que j'en sors pas. Sortir de la maison, c'était devenu difficile. Ça me demandait beaucoup, beaucoup de motivation. Puis là, avec elle, c'est facile, là. C'est vrai que les gens sont attirés par les chiens. De ton côté, justement? Oui, c'est ça. Ben, moi, j'ai développé, comme Isabelle disait, j'ai développé de l'hypoglycémie depuis à peu près 1 an. Puis c'est lui qui a commencé à m'avertir. Mon chien, il jappe comme pas dans la vie. OK. Puis un moment donné, je sais pas pourquoi, mon chien se met à japper après moi. Je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Au bout d'à peu près 1 minute, 2 minutes, je commence à être étourdie. Là, ça se met à tourner. J'ai l'impression d'être dans un bateau. Il y a quelque chose qui se passe, ça fonctionne pas. Après des tests médicaux, on s'est rendu compte justement que c'était de l'hypoglycémie. Puis après quelques fois justement que je faisais des crises d'hypoglycémie, je me suis rendu compte que c'est à ces moments-là spécifiques que mon chien jappait après moi. Okay. Travailler avec les animaux, c'est super le fun. Moi, j'aime ça parce que il y a plein de gens qui disent ben c'est des animaux, c'est pas aussi intelligent qu'un humain ou quoi que ce soit. Chaque chien a sa personnalité, chaque chien a un comportement qui est différent. Je trouve ça vraiment super merveilleux de pouvoir travailler avec plein de personnes différentes, plein de chiens différents. L'importance du lien de confiance entre un maître et le chien d'assistance. Honnêtement, c'est l'élément le plus important dans la formation qu'on fait avec un chien. Parce que si le chien n'a pas confiance en nous, ou si nous, on n'a pas confiance en notre chien, il va y avoir des discordes. Le chien ne va pas vouloir écouter parce qu'il n'aura pas confiance que notre ordre a une raison d'être. Puis nous, on n'aura pas confiance que le chien va être capable de nous aider, que le chien va être là pour nous. Fait que ça va faire en fait que ça va pas avoir le même impact sur notre vie. La relation de confiance, en fait, ça va faire en sorte que on va avoir justement ce lien-là qui est fort avec notre chien. Il y en a qui bâtissent leur relation un peu plus sur la peur ou sur la domination. Ça fait pas le même genre de relation avec un chien. Des fois, ça fait des chiens qui écoutent très bien, mais on n'est pas capable d'avoir la même connexion que quand on a un chien, justement, avec lequel on a bâti une relation qui est vraiment basée plus sur l'amour, la confiance. Je prends un exemple très simple. Là, donner des médicaments à un chien, c'est jamais le fun, ni pour nous, ni pour le chien. Ouais.
mais jamais que mon chien va rouspéter quand je donne un médicament. Je lui donne, il le prend. Pourquoi? Parce qu'il sait que jamais je vais faire quelque chose qui va lui faire du mal. Jamais je vais faire quelque chose qui est pas dans son intérêt. Puis même s'il n'aime pas ça sur le coup, il sait que c'est pour son bien. Puis des fois, ça m'est arrivé une fois d'oublier de lui donner son médicament, mais c'est lui qui est venu me le rappeler parce que, justement, il sait que c'est pour son bien, parce qu'on a cette relation-là qui est tellement forte, qui est basée sur la confiance. C'est des chiens qui vont en public. Ils viennent avec nous au restaurant, dans un hôtel, à l'hôpital. Rentrer à l'urgence avec un chien comme ça se fait. Fait qu'on a une responsabilité de garder le chien propre en permanence, par respect pour les gens autour. Puis, il faut qu'ils apprennent aussi le chien. Surtout des chiens qui sont intelligents, comme les bergers australiens, qui sont très intelligents. Ils ont besoin d'être fatigués mentalement aussi. OK. Pas juste physiquement. Ils ont besoin de marcher, courir, mais avec des casse-têtes, des tapis de léchage, c'est interactif. Toutes sortes de petites choses qui vont leur faire travailler les méninges pour les fatiguer autrement. Ils en ont besoin aussi. Fait qu'il ne faut pas penser que parce que c'est un chien d'assistance, que tu vas juste le nourrir puis le peigner une fois de temps en temps, ça va être fini. C'est pas vrai. C'est plusieurs heures par jour. Là. Est-ce que le fait, justement, de devoir s'occuper d'un chien comme ça aide aux personnes qui ont besoin d'un chien d'assistance? C'est sûr que, dans une certaine mesure, juste la présence du chien, même si c'est pas un chien d'assistance, quelqu'un qui a des troubles de santé mentale, qui va décider d'adopter un chien, juste le fait que le chien, ça a besoin d'une routine, ça va forcer l'humain à en avoir une aussi, à se lever le matin pour sortir le chien, parce que, tu sais, il y a des gens qui ont de la difficulté le matin à se lever ou qui vont passer la journée dans le lit. Quand tu as un chien, tu n'as pas le choix de te lever le matin, il faut qu'il sorte aller faire ses besoins. Et que ça nous force à rester en mouvement juste parce que c'est un chien qui a des besoins primaires. Donc, juste le fait d'avoir un chien, même si c'est pas un chien d'assistance, c'est sûr que ça aide n'importe qui. De s'occuper de quelque chose d'autre. Oui, exactement. Puis s'occuper d'un être qui est autre que nous, souvent, ça va avoir justement cette incidence-là. Il y a beaucoup de tabous, justement, avec les chiens d'assistance, comme par exemple, quand on va voir un chien, souvent c'est un handicap ou aveugle. Qu'est-ce que vous auriez à dire là-dessus? En fait, il y a maintenant tellement de diagnostics différents pourquoi on peut avoir un chien d'assistance. Ça peut être autant des handicaps physiques qui sont visibles, autant des handicaps mentaux qui ne sont pas visibles. Ça peut être des handicaps physiques qui sont invisibles aussi. Là. Je pense juste au diabète, l'épilepsie. Il y a plein de diagnostics possibles. Donc, si les gens voient un chien d'assistance en public, juste de ne pas assumer que cette personne-là, c'est parce qu'elle est aveugle ou c'est parce qu'elle est sourde ou c'est un chien qui est en formation. De toute façon, les chiens en formation sont identifiés comme en formation. Il est écrit sur leur dossard ou sur leur carte. Mais juste de ne pas assumer ou commencer à faire « Ah, ton chien est en formation ». Pas nécessairement parce qu'on ne voit pas le handicap d'une personne qu'il est inexistant. Il y a des gens qui pensent que c'est un caprice que d'avoir un chien d'assistance médicale, mais c'est vraiment pas le cas. C'est le fun d'avoir un chien. Par contre, c'est aussi du travail. Quand on le sort dans un endroit public, c'est encore plus du travail. Ça serait vraiment mal pensé que de pouvoir penser que ça peut être un caprice parce que c'est du travail. Vraiment, c'est plus compliqué. Il y a des heures de travail en arrière de ça. Absolument. C'est plus compliqué. Je veux pas toutes les sorties qu'on fait quand il y a un chien. Si on a un chien d'assistance, c'est vraiment parce qu'on en a besoin. C'est parce qu'on a fait des démarches auprès de notre médecin, qu'on a vérifié si on peut avoir un chien pour le diagnostic qu'on a. C'est essayer de voir un médecin, c'est pas toujours facile. D'avoir des papiers remplis, d'avoir de remplir les conditions finalement, de trouver un organisme qui n'a pas 2 ans d'attente ou qui refuse carrément les attentes parce qu'il y en a trop. Il y a des coûts, souvent, différemment d'un organisme à l'autre. Ça peut être très cher. Ça, c'est sans compter aussi le fait qu'un chien d'assistance, c'est pas un premier recours. C'est souvent, je parle par exemple de mon expérience personnelle, un cas où une personne va prendre plein de médicaments, ça ne fonctionne pas, on essaie une molécule, on essaie une autre, on essaie une autre. Ça fait des mois, des années que la personne elle a des suivis, ça ne fonctionne pas. On est rendu avec des pilules, un 10 piles qui ne ferment plus. Là. Puis là, on envisage d'autres solutions qui pourraient aider, faire changer justement le fait qu'on est sur
plein de médicaments, qu'on est sur des suivis qui ne marchent pas. Ça va justement faire un pivot, faire une solution qui est un peu plus saine, parce que des fois, on est rendu avec comme un médicament pour contrer les effets secondaires du médicament qui contre les effets secondaires de... Et ça finit que on a un chien d'assistance parce qu'on a passé par tellement d'étapes avant pour régler des problèmes. Puis des fois, il y a des gens qui disent « Ah, t'es chanceuse, moi aussi, j'aimerais ça pouvoir amener mon chien. » C'est pas de la chance, c'est un besoin qu'on a. C'est pas parce que « Ah, j'avais le goût d'amener mon chien aujourd'hui à l'école, au travail ou à l'épicerie. » C'est vraiment parce que c'est un besoin qu'on a. Qu'est-ce que vous auriez à dire, justement, à une personne qui hésite un peu à aller vers les chiens d'assistance? Personnellement, je pense que j'encouragerais quelqu'un à aller lire des témoignages de gens qui ont maintenant des chiens. Puis la personne pourrait juste constater que ça change tellement beaucoup de vie, puis c'est à un point tellement extraordinaire que oui, c'est tentant de le faire. Des fois, c'est un peu épeurant. Moi, personnellement, comme je disais tout à l'heure, je ne croyais pas nécessairement complètement. Puis, on se demande, est-ce que je vais avoir la patience? Est-ce que je vais avoir le temps? Les moyens, il ne faut pas se le cacher. Des fois, les vétérinaires, c'est très cher. Mais ça vaut la peine parce que ça apporte tellement. Puis, on la voit, nous, quotidiennement, ou presque la différence que ça peut apporter. Bien, merci beaucoup, Sarah Merci. et Isabelle. Là, les chiens sont comme un peu en mode tranquille, sont en travail. Donc, on va aller voir, justement, ce processus-là de travail, quoi faire et ne pas quoi faire. Donc là, les chiens, en permanence, ils ont leur dossard lorsqu'ils travaillent. Lorsqu'ils travaillent, oui. À la maison, c'est pas tout à fait la même chose. Ça reste un chien, ça a besoin de bouger, ça a besoin de jouer, ça a besoin de se dépenser. Fait que quand ils sont en travail, ils ont leur dossard, ils font la différence, ils sont concentrés puis ils attendent leur commande. Quand on est dehors en train de jouer, quand on est à la maison, ils n'ont pas leur dossard. Puis les dossards que les chiens portent, c'est écrit que c'est des chiens de service. Oui, Ça ressemble exactement. à quoi? Ils ont une carte? À quoi ça sert exactement. aussi? En fait, le chien a un dossard sur lequel il y a le logo de l'organisme. Il est écrit que c'est un chien d'assistance. Comme je disais tout à l'heure, ceux qui sont en formation, il est écrit que c'est un chien d'assistance en formation. La carte, c'est la même chose. Il est écrit chien d'assistance ou chien d'assistance en formation. Sur la carte, dans le fond, il y a des informations qui permettent d'identifier le chien. Donc, il y a une photo du chien, il y a son nom, le nom du maître, la province dans laquelle il est certifié, puis un code interne qui est utilisé par l'organisme pour différencier les numéros de certification là, des chiens. Il y a aussi un tabou qu'on entend souvent parler, que justement, ces chiens-là sont entraînés juste pour travailler. Ils sont capables, comme tu le disais, c'est des petites toupies. Ils sont capables d'avoir du fun, puis vous êtes capable de jouer avec vos chiens pareil. Là. Bien oui, absolument. C'est nos compagnons de vie. Ils sont là avec nous 24 heures sur 24. Ils ne travaillent pas constamment. À la maison, ils n'ont pas leur dossard. Si on a un besoin particulier, ils vont le sentir quand même. Le dossard est là pour dire aux gens, j'ai un chien qui travaille, ne le dérangez pas. Sinon, c'est un chien qui a droit à sa vie de chien, lui aussi. Fait, à la maison, il est plus en mode je vais être là si tu as besoin. Oui, exactement. Il va être un peu sur ses gardes. C'est ça, exactement. Donc, à la maison, c'est un chien domestique, comme n'importe quel autre chien. Il va rester, il va faire sa vie de chien, en fait. Il va jouer, il va manger ses bébelles. Ça reste que si on a un besoin, qu'il y a quelque chose qui fait en sorte que une situation qui, normalement, aurait besoin du chien, quelqu'un qui va faire une crise d'angoisse, quelqu'un qui va avoir un flashback ou des choses comme ça, le chien va quand même venir réagir. Ça reste que l'indicateur qui lui montre qu'il faudrait qu'il réagisse, il le reconnaît même s'il n'est pas en travail. Il va juste être moins concentré sur ce qu'il a à faire. Le dossard va venir l'aider quand il est dans des environnements où il n'est pas habitué d'aller, dans des environnements où il y a beaucoup de distractions, à se concentrer sur ce qu'il a à faire. Puis ça va aider aussi parce que, dans le fond, les gens, quand il y a le dossard, ils ne vont pas aller, justement, il ne faut pas flatter le chien, il ne faut pas l'interrompre dans son travail, il ne faut pas lui parler. Par contre, pour le chien, le fait de travailler, c'est un peu comme un jeu en soi. Ouais. C'est pas quelque chose que le chien va nécessairement trouver qui est désagréable. Là. Ils sont pas en train de se faire martyriser. Ils sont en train d'attendre leur prochaine commande. Puis surtout, comme on disait tout à l'heure, les bergers australiens, c'est des chiens qui ont beaucoup besoin de travailler mentalement. Ça fait partie du travail mental qu'ils font. Pour eux, ils sont tout le temps en train d'attendre une commande, puis sont en mode
travail. Parce que ça peut arriver facilement des petites distractions, peu importe, là, dans l'environnement, les autres chiens ou tout ça, ça peut arriver, ça aussi. Ça peut arriver, effectivement. Puis le chien est entraîné en fonction de ça aussi. OK. Des enfants qui courent, des chiens qui jappent, des écureuils dans un parc. Oui. Il faut qu'il reste concentré sur son travail parce qu'il ne pourra pas aider nécessairement la personne. Si jamais. S'il n'est pas concentré, puis que la personne, par exemple, est sur le point de faire une crise d'angoisse, mais que le chien est occupé à courir après un écureuil, il ne pourra pas faire son travail. OK. Donc là, ils ont leur dossard, ils travaillent, mais quand on l'enlève, Je vais vous montrer ça. c'est un tout autre monde. Oui, là. c'est ça, c'est pas le même chien. C'est pas le même chien. Non. Donc là, ce que tu as utilisé, c'est un petit sifflet. Oui, en fait, Pour ça, le dans le faire fond, ramener. c'est son rappel obligatoire. Vas-y. OK. Je sais que si j'utilise ce sifflet-là, même s'il y a un autre chien qui est en train de courir, Lui, il même va le si reconnaître. il y a la chose la plus intéressante au monde, si j'utilise ce sifflet-là, il va revenir, il va s'asseoir à côté de moi OK. jusqu'à temps que je lui dise qu'il peut y aller. T'sais, là, il est va se revenu, calmer un je peu. lui ai donné une récompense, je lui ai dit d'y aller, il est reparti. Donc là, il y a son dossard. Là, comme tu peux voir, on Automatiquement. retombe en mode travail. Ouais. Il reste à côté de moi, il n'est pas en train de courir, il n'est pas en train de jouer. Il est de retomber en mode travail. Un service peu connu, mais les chiens d'assistance pourraient changer la vie de quelqu'un seulement en contactant Médichien. Dans le prochain épisode de Présence animale, nous allons découvrir tout le travail et la passion des employés derrière l'animalerie, l'univers des petites pattes.